Le Jarl Brand de Scalafjord était un homme respecté pour ne jamais prendre de décision dans la précipitation. C'est avec ce même calcul qu'il avait accepté la proposition du Høvding Ketil. Ils étaient voisins depuis longtemps, deux lignées, deux rives d'un même fjord. Et il était clair depuis longtemps que tôt ou tard, entre eux, surviendrait soit une solide alliance, soit une vieille inimitié. Ketil était un homme sans fils, mais avec plusieurs filles, de bonnes terres et des relations commerciales à l'Est. Brand était un homme avec des hommes, des navires, et un nom que l'on connaissait plus loin que ne voyageaient ses vaisseaux. Le mariage semblait naturel, comme une rivière qui trouve le chemin le plus commode vers la mer. Ketil avait lui-même engagé la conversation lorsqu'ils s'étaient rencontrés au Ting d'automne. Il avait dit qu'il voulait donner à Brand sa fille aînée, Solveig. Il avait ajouté qu'elle était une femme peu ordinaire, une volva, formée par la vieille Gunna depuis son plus jeune âge. Brand avait hoché la tête. Il avait entendu ce mot auparavant, savait ce qu'il signifiait, et n'y avait pas vu d'obstacle. Au début, une prophétesse, c'était même bien. Une telle épouse apporterait à la maison quelque chose de plus que de simples mains et un caractère. Les gens sauraient que chez le Jarl Brand vivait une volva, et cela ajouterait du poids à son nom. Il avait accepté presque immédiatement. Solveig arriva à Scalafjord quelques semaines après le Ting, lorsque la terre était déjà couverte du premier givre matinal. Elle chevauchait en tête d'un petit détachement d'hommes de son père, 6 cavaliers, 2 chariots avec sa dot. Brand sortit les accueillir avec ses hommes dans la cour de la longue maison. Le jour était gris, le ciel bas reposait presque sur la cime des sapins, et le vent du fjord portait l'odeur de l'eau et du froid. Lorsqu'elle mit pied à terre, il la regarda comme regarde un homme qui pensait savoir à quoi s'attendre, et qui comprend soudain qu'il ne savait rien. Solveig était petite, mince, avec des cheveux sombres tressés en plusieurs nattes. Elle était vêtue simplement, sans ornement superflu. Mais dans sa main se trouvait un bâton, vieux, en frêne, noirci par le temps et les contacts, avec des gravures que Brand n'aurait pu déchiffrer même s'il l'avait voulu. Et à son côté, un lourd sac d'où provenait un léger bruit à peine audible, des pierres runiques s'entrechoquant à chaque pas. Elle le salua calmement, sans agitation. Son père marchait derrière elle et disait quelque chose, sur le voyage, sur le temps, sur le fait qu'il faudrait boire quelque chose de chaud après le froid. Brand écoutait distraitement. Il regardait Solveig et essayait de comprendre ce qui l'avait tant troublé. Elle n'était pas effrayante. Elle ne faisait rien d'étrange. Elle le regardait simplement. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui mettait mal à l'aise. Pas de l'hostilité, pas de la moquerie. Plutôt une connaissance tranquille, paisible, comme si elle savait déjà quelque chose sur lui qu'il ne savait pas lui-même, et se taisait à ce sujet par politesse. Le premier jour se passa en banquet. Les hommes de Ketil et les hommes de Brand étaient assis à la longue table, mangeaient, buvaient, parlaient fort. Solveig était assise près de son père, participait discrètement à la conversation, répondait aux questions, souriait quand il le fallait. Le bâton se tenait à côté, appuyé contre le banc. Brand se surprit plusieurs fois à regarder non pas elle, mais ce bâton, et chaque fois détournait les yeux avec quelque chose ressemblant à de l'irritation. La nuit, il ne dormit pas longtemps. Il était allongé et pensait, pas à elle, se persuadait-il, mais aux affaires, à l'hiver, au fait qu'il fallait réparer l'un des navires avant la neige. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette seconde où elle l'avait regardé. Quelque chose dans ce regard était incorrect. Pas mauvais, simplement incorrect pour une femme qu'on avait amenée pour qu'elle devienne sa femme. Les épouses regardent autrement. Les épouses observent, évaluent, pensent à la maison, aux enfants, à leur place. Ce regard n'observait pas et n'évaluait pas. Il voyait simplement
uniformément, comme la lumière voit tout ce sur quoi elle tombe, sans distinction et sans but. Le deuxième jour, Brand ne sortit presque pas des pièces intérieures de la longue maison. Il disait qu'il était occupé, qu'il fallait examiner les registres des dettes commerciales, alors qu'en réalité, il déplaçait simplement des objets d'un endroit à l'autre et réfléchissait. Les gens remarquaient son humeur et se tenaient plus tranquilles que d'habitude. L'un de ses vieux compagnons d'armes, Alvard, vint le voir vers le soir et demanda si tout allait bien. Brand dit que tout allait bien, et Alvard partit. Mais on voyait à son visage qu'il n'y croyait pas. Le troisième jour, Brand sortit. La cour était pleine. Ses hommes et les hommes de Ketil. Quelques femmes du village venues voir. 2 adolescents, dont on ne comprenait vraiment pas ce qu'ils faisaient là. Solveig se tenait près du perron et parlait avec l'une des femmes, calmement, à mi-voix. Dans sa main se trouvait à nouveau le bâton. Brand la regarda depuis le seuil pendant quelques instants, et quelque chose en lui se brisa définitivement. Ne se fissura pas, mais se brisa, comme se brise une branche qu'on a pliée trop longtemps. Il parla fort, pour que tous s'entendent. Il dit qu'il ne la prendrait pas dans sa maison, qu'il n'avait pas pris un tel engagement lorsqu'il avait donné son accord, qu'une sorcière sous son toit effraierait le bétail et troublerait les enfants, que les gens diraient du mal de sa maison, qu'il ne voulait pas cela pour sa lignée. Les mots tombaient dans le silence. Personne ne l'interrompit. Ketil pâlit si vite et si fort qu'il était évident, il comprenait. Ce n'était pas simplement des mots sur une femme. C'était la fin de tout ce pourquoi il était venu. Il n'y aurait pas d'alliance. Les terres ne seraient pas unies. Et la rumeur se répandrait vite, que sa fille avait été rejetée dans la cour même, devant tout le monde, sans qu'on la laisse franchir le seuil. Solveig se tenait debout et écoutait. Rien ne changea dans son visage, ni la couleur, ni l'expression, ni le regard. Elle regardait Brand calmement, sans colère et sans larmes. Et c'était peut-être le plus effrayant de tout. Gunna lui avait appris beaucoup de choses. Elle lui avait appris à lire les runes, à écouter l'eau, à comprendre ce que disaient les signes sur les os et les pierres. Mais avant tout le reste, la vieille voyante lui avait enseigné une chose. La douleur est tienne, et tu n'es pas obligé de la donner à quiconque. Porte-la toi-même, et elle n'aura pas de pouvoir sur toi. Quand Brand se tut, Solveig dit brièvement qu'elle l'avait compris. Sa voix était égale, ni froide, ni blessée, simplement égale, comme la surface de l'eau par jour sans vent. Elle se tourna vers son père, lui dit quelques mots à voix basse, trop basse pour que quiconque puisse entendre. Ketil lui prit la main, et dans ce geste, il y avait tant de chagrin paternel et impuissant que plusieurs personnes détournèrent le regard. Puis elle fit demi-tour et s'en alla. Elle ne se retourna pas. Elle traversa la cour, franchit le portail et disparut au tournant du sentier, comme si elle n'avait jamais été là. Les gens restèrent longtemps silencieux. Alva regardait le sol. Ketil se tenait droit, mais ses mains étaient serrées si fort que les jointures blanchissaient. Puis tout recommença à bouger. Quelqu'un entra dans la maison. Quelqu'un se dirigea vers les chevaux. La vie continua, comme elle continue toujours, quoi qu'il arrive. Elle marcha pendant plusieurs heures. Le sentier longeait d'abord le fjord, puis tournait vers les montagnes, et là où les montagnes rejoignaient la forêt, commençait un autre monde. Sombre, dense, sentant la résine et la terre humide. Les gens du coin appelaient ces lieux de différentes manières, mais le plus souvent, ils disaient simplement « la forêt d'Eingard » et ajoutaient quelque chose à mi-voix, censé expliquer pourquoi il ne fallait pas y aller. On parlait d'esprits, de hurlements la nuit, de 3 chasseurs qui étaient entrés dans les fourrés et en étaient ressortis différents, vivants,
mais comme vides à l'intérieur, tels des récipients dont on aurait renversé le contenu. Solveig avait entendu ces récits auparavant. Elle les avait entendus et savait, derrière chaque récit de ce genre, se cachait soit quelque chose de réel, soit une peur que les gens avaient inventée eux-mêmes, parce que le silence effraie plus que n'importe quelle bête. Elle savait distinguer l'un de l'autre. Cette forêt n'effrayait pas les gens à cause d'esprit. Un homme y vivait, et les gens le sentaient. Sans le savoir précisément, ils le sentaient. Et la peur de cet être inconnu dans les fourrés s'était couverte avec le temps d'histoires de surnaturel. Parce qu'il est plus facile d'expliquer ainsi ce dont on ne connaît pas le nom. L'homme s'appelait Thorven. Elle connaissait ce nom. Elle l'avait entendu une fois, furtivement, dans une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. Un berserk, banni 3 ans auparavant. Vit seul. Ne dérange personne, mais mieux vaut ne pas aller le voir. Note historique. Les berserks occupaient dans la société scandinave de l'époque viking une place particulière et ambiguë. C'étaient des guerriers qui, au combat, tombaient dans un état de fureur guerrière. Le berserksgang, du vieux norrois peau d'ours, ou, selon une autre version, sans armure. Dans cet état, ils ne ressentaient pas la douleur, ne connaissaient pas la peur, se mouvaient avec une rage que leurs contemporains attribuaient à la protection directe d'Odin. Les sagas les décrivent comme des hommes qui hurlaient, mordaient les bords de leurs boucliers, devenaient insensibles aux coups des armes ordinaires. Les rois et les jarls gardaient des berserks dans leurs troupes comme des armes vivantes. Au combat, ils allaient en avant, se jetaient les premiers dans les rangs ennemis et pouvaient renverser le cours d'une bataille par leur seule apparition. Cependant, la force même qui les rendait précieux au combat les rendait dangereux en temps de paix. Le berserk gangre pouvait frapper un guerrier non seulement sur le champ de bataille, il suffisait d'un stress intense, d'une colère, d'une frayeur soudaine. Dans la vie paisible, un tel homme était un voisin imprévisible, et la plupart des chefs préféraient les tenir éloignés des villages. Les lois de certaines régions scandinaves interdisaient explicitement aux berserks de vivre parmi les gens. Ce n'était pas une punition au sens habituel, mais plutôt une mesure forcée, dont souffraient avant tout les guerriers eux-mêmes. Thorven avait tué son compagnon 3 ans auparavant, non au combat contre un ennemi, mais au moment où le berserk Gangr l'avait frappé avant l'heure, avant le début du duel rituel au Ting. Il n'y avait pas eu de préméditation. Tous le savaient. Il ne fut pas exécuté. La loi fut clémente envers lui exactement dans la mesure où la nature de ce qui s'était passé le permettait. Mais la clémence de la loi ne signifiait pas la clémence des hommes. On l'obligea à vivre à l'écart, jusqu'à ce qu'il prouve qu'il savait tenir en bride ce qui vivait en lui. 3 ans s'étaient écoulés, et personne n'avait encore exigé de preuves. Parce que personne, à vrai dire, ne voulait avoir affaire à lui d'assez près pour le vérifier. Solveig entra dans la forêt déjà dans l'après-midi, quand la lumière devint horizontale et que les arbres commencèrent à projeter de longues ombres. Elle ne se pressait pas et ne se retournait pas. Elle suivait un sentier à peine visible, presque caché par les feuilles mortes, et pensait à ce qu'il fallait trouver. Non pas lui-même, mais son habitation, un feu, quelque chose à quoi accrocher le regard au milieu de ces fourrés. Le bâton l'aidait à marcher sur le sol inégal, où les racines sortaient en boucles noueuses. Elle sentit qu'on l'observait avant de voir quoi que ce soit. Ce n'était pas une sensation effrayante, juste la sensation familière d'une attention étrangère, qu'on ne peut confondre avec rien d'autre, si l'on a suffisamment développé ce que Gunna appelait l'ouïe silencieuse. Elle continua à marcher, sans ralentir le pas ni lever les yeux. Si quelqu'un observe et n'attaque pas, il regarde simplement. C'est déjà une conversation, seulement silencieuse. Thorven se tenait dans l'ombre entre 2 pins et la surveillait depuis longtemps.
Il l'avait remarqué dès son approche de la forêt. Il avait un flair pour les étrangers sur son territoire, aiguisé par 3 années de vie solitaire. Au début, il décida simplement d'attendre et de voir si elle ferait demi-tour. La plupart faisaient demi-tour. Mais cette femme marchait avec assurance et calme, comme quelqu'un qui sait où il va. Et cela l'inquiéta davantage que si elle avait avancé avec méfiance. Il sortit alors qu'elle était déjà tout près de sa construction. Il émergea simplement de l'ombre et se planta sur le sentier. La regardait en silence. Solveig s'arrêta, le regarda, sans effroi et sans agitation. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'une veste de fourrure élimée, avec des cheveux qui n'avaient manifestement pas connu de main féminine depuis longtemps. Rien dans les mains. Il se tenait là simplement, sans armes. Mais cela n'avait rien de rassurant, car lui-même ressemblait à quelque chose avec quoi il valait mieux ne pas se quereller. Des yeux vigilants, un peu las, pas méchants. Elle dit ce qu'elle pensait. Elle avait besoin d'un endroit pour passer la nuit. Il avait du feu. Il se tut assez longtemps pour que cela devienne presque une réponse, mais ne s'en alla pas pour autant et ne dit pas non. La regardait comme s'il pesait quelque chose qui ne peut se peser avec les mains. Puis il recula lentement sur le côté et indiqua du regard la direction de la construction qui se dessinait un peu plus loin entre les arbres. La maison était basse, presque enfouie dans la terre, assemblée de rondins d'épicéas, couverte de tourbes et de mousse. À l'extérieur, rien de superflu. Quelques fagots de bois contre le mur, une peau tendue pour sécher sur des perches, la trace d'un feu sur le sol devant l'entrée. À l'intérieur, il faisait plus chaud que dehors, et plus sombre. Un foyer de pierre au centre, la fumée s'échappait par une ouverture au plafond. Un sol de terre battue, couvert de branches et de peaux. Sur une étagère le long du mur, quelques écuelles de bois, un couteau, une bobine de corde. Aucun objet superflu, rien qui fût là pour la beauté ou par habitude. Solveig posa son sac, appuya son bâton contre le mur et s'assit près du feu. Thorven resta debout près de l'entrée, adossé au chambranle, pas de manière menaçante, mais pas détendu non plus. Il regardait simplement. Elle ne chercha pas à remplir le silence, tendit les mains vers le feu et resta ainsi quelques minutes, laissant la chaleur faire son œuvre. Une longue journée, une longue route, le froid dans lequel elle s'était aventurée, pas tout à fait de son plein gré, tout cela se faisait sentir. Mais elle ne montrait pas sa fatigue de la même façon qu'elle n'avait pas montré sa douleur dans la cour chez Brand. Torva finit par se détacher du chambranle et s'approcha du foyer par l'autre côté. S'assit comme s'assoient les gens habitués à se passer de confort, solidement et sans mouvement superflu. De nouveau silencieux. Il n'était manifestement pas homme à ressentir le besoin de remplir l'espace de son. Alors elle lui dit qui elle était et d'où elle venait. Non parce qu'elle voulait des explications ou de la compassion, simplement parce que c'était plus honnête. Si quelqu'un voulait s'entrer dans sa maison, il a le droit de savoir qui se tient près de son feu. Elle dit qu'elle s'appelait Solveig, qu'elle était la fille de Ketil, d'un fjord voisin, qu'aujourd'hui, on lui avait refusé le mariage, en pleine cour, devant tout le monde, et qu'elle n'avait pas l'intention de retourner chez son père pour le moment. Torvet écouta sans l'interrompre, ne posa pas de questions, ne demanda pas de précision. Écouta simplement, comme écoutent les gens habitués au silence et qui ne gaspillent pas leur attention n'importe comment. Ce qui signifie que lorsqu'il la donne, c'est vraiment. Quand elle eut terminé, il se tut encore un peu, puis il dit « Un homme qui a peur d'une femme intelligente a peur de sa propre faiblesse. » Le dit brièvement, sans leçon de morale, sans volonté de consoler, énonça simplement ce qu'il pensait, comme on énonce un fait simple. Solveig le regarda plus attentivement. Dans son visage, il n'y avait vraiment rien d'effrayant. Elle s'était attendue à autre chose de la part d'un homme avec une telle réputation. Un homme là, qui avait probablement un peu plus de 30 ans, avec de larges mains et l'habitude de regarder avec vigilance.
Pas de la colère, précisément de la vigilance. Comme regarde celui qui s'attend à ce que quelque chose tourne mal d'un moment à l'autre et s'y prépare à l'avance. Elle l'interrogea sur le Berserksgang. Il ne répondit pas immédiatement. Regarda longtemps le feu. Et dans ce silence, il n'y avait pas d'esquive. Plutôt, un homme réfléchissait à la façon de parler de ce pourquoi il n'avait pas eu d'interlocuteur depuis longtemps. Puis dit lentement, « C'est comme un feu à l'intérieur, qui s'embrase tout seul. Parfois j'ai le temps de le remarquer, parfois non. » Dans sa voix, il n'y avait ni pitié pour lui-même, ni tentative de faire impression. Simplement la description de ce qui est. Solveig écoutait avec cette attention particulière que peu de gens savent accorder à autrui. Sans pitié, sans peur, sans désir de dire rapidement quelque chose en retour. Écoutait simplement. Puis elle dit « Le feu n'est pas coupable de brûler. Coupable est celui qui ne surveille pas le foyer. Mais cela peut s'apprendre. » Torven la regarda. Pas rapidement, pas brusquement. Longuement et attentivement. Comme regarde quelqu'un à qui personne n'a rien dit d'autre que l'évident depuis 3 ans. Dans ce regard, il y avait quelque chose qu'elle ne nomma pas à voix haute. Le nota simplement pour elle-même et reporta son regard vers le feu. Dehors, l'obscurité était complète. Le vent s'était levé et circulait dans la cime des arbres, sourdement, régulièrement, comme respire quelque chose de grand et de vivant. Dans la maison, il faisait chaud. Le feu brûlait régulièrement. Ils se turent tous deux encore quelque temps, mais c'était déjà un autre silence. Pas celui qui existe entre des étrangers quand personne ne sait quoi dire. Quelque chose en lui avait légèrement changé. Très légèrement. Comme change l'air dans une pièce quand on ouvre une fenêtre. Solveig ne savait pas alors qu'elle resterait ici plus d'une nuit. Torven ne savait pas que, dans quelques semaines, il commencerait à remarquer son absence, avant de comprendre qu'il la cherchait. Cette nuit-là, ils ne savaient tous deux qu'une chose. Dehors, il fait froid. Le feu brûle. Et la conversation qui vient de commencer, on n'a pas envie de la terminer pour une raison quelconque. Le feu dans le foyer se consumait lentement, comme se consume ce qu'on surveille, et non ce qu'on a oublié. Torven avait jeté quelques bûches encore au début de la soirée, et maintenant elle reposait serrée, dégageant une chaleur régulière, sans crépitements inutiles. Dehors, le vent ne se calmait pas. Il longeait les murs, trouvait les fentes entre les rondins, et se rappelait au souvenir par un léger courant d'air tout près du sol. À l'intérieur, on le sentait à peine. La maison était petite, et la chaleur s'y maintenait comme elle se maintient dans les espaces réduits, solidement, sans effort. Solveig était assise près du feu et se taisait. Non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce qu'après une longue journée, après tout ce qui s'y était passé, le silence était nécessaire comme l'eau. Elle regardait les flammes et laissait ses pensées se mouvoir sans les diriger, où elle voulait aller. Torven s'était installé en face, pas tout près du feu, un peu sur le côté, là d'où l'on voyait à la fois l'âtre, et elle, et la porte. Habitude d'un homme qui vit seul depuis longtemps, et qui a pris l'habitude de contrôler l'espace autour de lui, même quand il n'y a aucun danger. Ce fut elle qui parla la première. Non pas parce qu'elle ne savait pas se taire, elle le savait, et bien. Simplement, quelque chose dans ce silence particulier réclamait des mots. Peut-être parce que toute cette journée, elle avait gardé trop de choses à l'intérieur, et qu'à l'intérieur, c'était déjà devenu trop étroit. Elle commença par Gunna. Elle raconta comment celle-ci l'avait prise en apprentissage, quand Solveig avait 8 ou 9 ans. Elle était venue chez Ketil d'elle-même, sans invitation, avait regardé la fillette d'un long regard et avait dit qu'elle avait un don,
et que ce don avait besoin d'une main. Katie l'avait accepté, bien qu'apparemment, il n'eût pas très bien compris à quoi exactement il consentait. La mère de Solveig était déjà morte à cette époque, et son père, sans doute, était content que quelqu'un se charge d'élever une fille dans l'éducation de laquelle il se sentait lui-même peu sûr. Thorven écoutait en silence. Il n'acquiesçait pas, ne faisait pas de commentaires, n'insérait pas de questions dans les pauses. Il écoutait simplement, avec cette attention égale qui est le propre des gens habitués au silence. Une telle attention est difficile à feindre, et Solveig le sentait. Parler à quelqu'un qui vous entend vraiment, c'est toujours un peu différent que de parler dans le vide. Elle raconta comment Gunna lui avait appris à travailler avec les runes. Non pas comme avec des lettres, non pas comme avec des symboles pour écrire des mots, mais comme avec des questions. Chaque rune n'était pas une réponse, mais une façon de poser une question plus précisément. Gunna disait « Les runes ne te disent pas ce qui sera. Elles t'aident à voir ce qui est déjà là, mais que tu n'as pas encore discerné. Le destin ne se cache pas. Simplement, la plupart des gens ne regardent pas au bon endroit. » Thorven prononça alors ses premiers mots depuis longtemps. « Donc, tu ne vois pas l'avenir. Tu vois le présent, que les gens ne remarquent pas. » C'était dit sans ironie, comme quelqu'un qui précise pour comprendre correctement. Solveig le regarda avec une légère surprise. La plupart des gens, quand ils entendaient parler de runes et de cèdres, soit avaient peur, soit commençaient à poser des questions sur leurs ennemis et leurs récoltes. Personne auparavant n'avait formulé cela avec autant de justesse du premier coup. Elle dit « à peu près » et ajouta que parfois elle voyait quand même davantage. Qu'il y avait des moments où la connaissance ne venait ni des pierres, ni de l'eau, mais d'elle-même, comme une odeur avant la pluie. Impossible d'expliquer d'où, mais impossible aussi d'ignorer. Thorven hocha la tête, ni avec méfiance, ni avec une confiance exagérée. Il prit simplement acte. Puis elle lui demanda, pas tout de suite, pas de but en blanc, mais après une pause qui donna à la question le poids nécessaire, « Comment cela se passe quand vient le berserksgangr ? Non pas ce qu'il fait quand cela arrive, précisément comment cela se passe à l'intérieur. » Il resta silencieux plus longtemps qu'auparavant. Il regardait le feu, et dans son visage, il y avait quelque chose qu'il était difficile de nommer d'un seul mot. Pas de la souffrance, fort. Pas de l'indifférence, pas du tout. Plutôt une familiarité lasse avec quelque chose qui était devenu depuis longtemps une partie de soi, bien qu'on ne l'eût pas demandé. Puis il commença à parler, lentement, avec des pauses, comme parle quelqu'un qui n'a pas prononcé cela à voix haute depuis longtemps, et qui maintenant choisit ses mots non pour la beauté, mais pour la précision. Il dit que ce n'était pas toujours pareil. Parfois, cela venait avec un avertissement. Quelque chose commençait à changer dans le corps avant que la tête ne comprenne. Une chaleur qui se déplaçait de l'intérieur vers l'extérieur. Les mains se serraient d'elles-mêmes. Les sons devenaient plus aigus qu'ils ne devaient l'être. Si on le remarquait assez tôt, on pouvait partir, expirer, laisser cela passer sans destruction. Mais parfois, cela venait soudainement, sans avertissement. Et alors, on se retrouvait déjà dedans, avant d'avoir pu décider quoi que ce soit. Il se tut une seconde, puis ajouta plus bas. Dans ces moments-là, je ne sais pas où je suis. Le corps agit, et moi je regarde comme si j'étais de l'autre côté. Puis je reviens, et je vois ce que j'ai fait. Solveig écoutait et ne détournait pas le regard. Dans ce qu'il disait, il n'y avait rien dont il fallait avoir peur, dans le sens,
Rien qui changerait sa décision de rester assise là et d'écouter. Elle avait travaillé avec les gens assez longtemps pour savoir, le plus effrayant chez un homme, ce n'est pas ce qu'il a commis, c'est ce qu'il fait avec ce qu'il a commis. Torven ne se justifiait pas, ne minimisait pas. Il décrivait simplement, et dans cette honnêteté, il y avait quelque chose qu'elle voulait respecter. Elle dit ce qu'elle pensait. Le feu n'est pas coupable de brûler. Coupable est celui qui ne surveille pas l'âtre. Mais on peut apprendre cela. Il la regarda de nouveau, longuement, comme on regarde quand on veut comprendre si cela a été dit sérieusement ou par politesse. Apparemment, il comprit que c'était sérieux. Il ne dit rien, mais quelque chose dans sa posture changea, à peine perceptiblement, très légèrement. La tension qu'il portait dans les épaules devint un peu moindre. Puis ce fut lui qui parla. Il demanda au sujet de Ganna, si elle était encore vivante. Solveig dit qu'elle était morte 2 ans auparavant, paisiblement, dans son sommeil, et que sa mort avait été bonne. Une mort qu'elle avait elle-même pressentie, et à laquelle elle avait eu le temps de se préparer. Torven demanda si elle s'était sentie seule après. La question était inattendue, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était juste. C'était précisément le genre de question que posent les gens qui savent eux-mêmes ce que c'est que de perdre quelqu'un auprès de qui l'on se sentait compris. Solveig réfléchit un peu avant de répondre. Elle dit que oui, elle s'était sentie seule. Que Gunna avait été la seule personne qui ne l'avait jamais regardée avec méfiance, ni au début, ni plus tard, quand le don s'était manifesté dans toute sa force. La plupart des gens, même ceux qui la respectaient et payaient en argent pour ses prédictions, gardaient en tête quelque chose de vigilant. Gunna, jamais. Et quand elle n'avait plus été là, cette place s'était vidée et ne s'était plus jamais remplie. Torven hocha la tête. Il dit brièvement « Je comprends ce que c'est que d'être celui qu'on respecte de loin et qu'on évite de près. » Solveig le regarda et sourit presque. Pas largement, pas ostensiblement, juste du bout des lèvres, doucement. Il ne le remarqua pas, ou fit semblant de ne pas le remarquer. La nuit avançait. Le feu changeait. D'abord vif, puis régulier, puis il se tassa en braise, qui donnait une lumière rougeâtre et tranquille. Aucun d'eux ne se leva pour ajouter du bois. La conversation avançait d'elle-même, sans effort, de l'un à l'autre, comme cela arrive rarement, mais arrive, quand 2 personnes se retrouvent par hasard sur la même longueur d'onde et que tous 2 le sentent, bien qu'aucun ne le dise à voix haute. Elle lui raconta comment elle avait lu les runes pour la première fois pour un étranger. Elle avait alors environ 11 ans, et ce n'était pas ce qu'elle avait vu qui l'avait effrayée, mais la façon dont la personne avait réagi. Elle avait pleuré. Elle ne s'était pas attendue à ce que les mots puissent ainsi pénétrer directement à l'intérieur, sans protection. Et ce fut une leçon importante. Non pas sur les runes, mais sur le fait qu'il faut réfléchir avant de dire la vérité à voix haute. Il écoutait, et pour la première fois de la soirée, quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt sans méfiance apparut sur son visage. Comme s'il s'était autorisé à simplement écouter, sans vérifier en même temps s'il n'y avait pas là quelques menaces. Vers l'aube, tous 2 se turent. Non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce qu'était venu ce moment particulier de fatigue où les mots ne sont plus nécessaires. Les braises dans le foyer luisaient faiblement. Dehors, le vent était tombé, et l'on entendait au loin le cri d'un oiseau nocturne. Torven se leva, apporta une peau et la posa par terre près du feu, sans rien dire. Il la posa simplement, faisant comprendre que c'était pour elle.
Solveig hocha la tête en signe de remerciement. Il s'installa contre le mur, s'enveloppa dans sa veste et ferma les yeux. Elle resta allongée à regarder l'obscurité du plafond, où se dissipait lentement la dernière fumée du foyer. Elle pensait à l'étrangeté de la vie. Le matin, elle se tenait dans une cour étrangère et entendait qu'on la rejetait publiquement. Et maintenant, elle était allongée dans la maison d'un homme qu'elle ne connaissait pas encore quelques heures auparavant. Et elle ressentait quelque chose proche de la paix. Pas le bonheur, il était trop tôt pour l'appeler ainsi. Simplement la paix, le sentiment qu'aujourd'hui, elle s'était trouvée là où il fallait, que la conversation qui avait eu lieu ici n'était pas fortuite, même si elle n'en comprenait pas encore entièrement le sens. Elle s'endormit déjà à l'aube. Torven ne dormit pas avant longtemps. Il resta allongé tranquillement et pensa qu'il n'avait pas parlé à qui que ce soit pendant plus de quelques mots depuis 3 ans, et qu'il n'avait pas ressenti une seule fois au cours de cette soirée le désir qu'elle se taise. Dehors se levait un matin froid. La forêt se tenait dans le silence. La fumée qui s'échappait de l'ouverture du toit montait en un mince filet vers le ciel blanc. Le lendemain matin, Solveig se réveilla avant Torven. Elle resta allongée tranquillement, sans bouger, et écouta la forêt. Dehors régnait ce silence matinal particulier qui n'existe que dans les endroits reculés où ne parviennent ni les voix des hommes, ni le grincement des charrettes, ni les bruits du bétail. Seulement les arbres, le vent et, quelque part au loin, l'eau. Elle ne se rappela pas immédiatement où elle se trouvait, puis elle se souvint de tout d'un coup. Brand, la cour, le bâton dans sa main, le long chemin, l'obscurité de la forêt, le feu, et l'homme en face d'elle qui l'avait écoutée presque jusqu'à l'aube. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller et sortit. La forêt dans la lumière matinale avait un aspect différent de la veille au soir, plus doux en quelque sorte. Le givre recouvrait le sol d'une fine couche, l'herbe dessous se tenait droite. Elle resta un moment sur le seuil, respira l'air froid, puis leva la tête et regarda le ciel entre les cimes des sapins. Le ciel était clair, pâle, promettait du gel pour le soir. Solveig s'entoura de ses bras et pensa qu'il faudrait trouver de l'eau et se laver, qu'il faudrait envoyer un message à son père, avant qu'il ne pense qu'il lui était arrivé quelque chose, qu'il faudrait, en fin de compte, décider de ce qu'elle allait faire ensuite. Mais aucune de ses pensées ne la pressait de partir. Quand Torven sortit de la maison, elle était déjà assise sur une bûche, près du foyer extérieur éteint, et manipulait les pierres runiques. Elle ne les lisait pas, elle les tenait simplement dans ses mains, comme on tient quelque chose de familier, qui aide à penser. Il la regarda, ne dit rien, passa devant elle en direction de la forêt. Il revint quelque temps après avec une brassée de bois. Il alluma le feu, posa au-dessus une petite marmite d'eau. Ils déjeunèrent en silence. Il apporta de la viande séchée et du pain rassis, le rompit, en posa une partie près d'elle. Ce n'était pas un geste d'hospitalité au sens habituel, sans mots, sans cérémonie. Simplement, voilà de la nourriture, prends-en. Elle en prit, puis elle dit qu'elle resterait encore quelques jours. Elle ne demanda pas, elle dit. Il la regarda brièvement, hocha la tête et vaqua à ses occupations. Quelques jours se transformèrent en une semaine en une autre. Elle envoyait des nouvelles à son père par l'intermédiaire de rares chasseurs qui apparaissaient à la lisière de la forêt. Ketil recevait de brefs messages dont il ressortait que tout allait bien pour elle et qu'elle reviendrait le moment venu. Son père, apparemment, n'en était pas satisfait, mais ne pouvait rien y faire. Il connaissait suffisamment bien sa fille
pour comprendre qu'il était inutile de chercher à la convaincre quand elle avait décidé quelque chose. Ses journées s'organisaient selon leur propre rythme, qui n'exigeait aucune explication. Le matin, elle partait dans la forêt, seule, un sac en bandoulière, un bâton à la main. Elle ramassait ce qu'elle trouvait, des racines, de l'écorce, des baies que le gel n'avait pas encore prises. Elle savait ce qu'il fallait chercher, car Guna lui avait enseigné les plantes avec le même soin que les runes. Dans la forêt, elle travaillait sans hâte, s'arrêtant parfois longuement. Elle restait simplement là, à écouter. Pas les esprits, pas les signes, simplement ce qui était. Le bruit de l'eau sous les racines, un oiseau sur un arbre lointain, quelque chose de vivant qui bougeait dans les fourrés. Au début, Torven la suivait discrètement, non par méfiance, par habitude de savoir ce qui se passait dans sa forêt. Elle le sentait, mais n'en montrait rien. Puis il cessa de la suivre. Soit il s'était habitué, soit il avait décidé qu'une personne qui marchait dans la forêt avec une telle assurance saurait prendre soin d'elle-même. Leur première véritable confrontation eut lieu le 3e jour de son séjour. Pas une dispute, plutôt un point où il devint clair que 2 personnes dans un petit espace devraient s'entendre. Elle avait déplacé son couteau d'une étagère à un autre endroit en lavant le chaudron, et avait oublié de le remettre. Le soir, il prit le couteau d'un geste machinal. Sa main trouva le vide, là où quelque chose se trouvait toujours, et s'arrêta. Il se retourna. Le couteau était posé au bord d'une autre étagère, à 2 pas de son emplacement habituel. Il regarda Solveig en silence. Elle comprit de quoi il s'agissait et dit calmement qu'elle l'avait rangé par inadvertance en faisant la vaisselle. Il prononça d'une voix égale, sans colère mais ferme: « Chaque chose ici a sa place. Je sais où tout se trouve, sans regarder. Je te demande de remettre les choses à leur place. » Elle acquiesça sans se vexer. Elle dit: « Alors dis-moi où se trouve chaque chose, et je rangerai correctement. » Il resta silencieux une seconde, puis montra: « Le couteau, ici. La corde, ici. L'amadou, là, toujours. » Elle écouta attentivement, mémorisa. À partir de ce jour, il y eut dans la maison un ordre qui leur convenait à tous deux. Cette petite conversation changea quelque chose. Non pas dans le sens où il y eut immédiatement plus de chaleur entre eux, non. Simplement, quelque chose comme un accord apparut. Tacite, simple. Tu vis ainsi, je vis ainsi. Nous respectons cela. De tels accords entre les gens sont plus importants que bien des mots. Elle remarqua qu'il était un homme d'habitude. Il se levait toujours à la même heure, suivait le même itinéraire pour la chasse, revenait à peu près au moment où elle l'attendait déjà. Il mangeait peu, mais solidement. Il réparait les choses dès qu'elles commençaient à se détériorer, sans remettre à plus tard. Dans sa maison, il n'y avait rien de cassé, pas une fissure dans le chaudron, pas une perche pourrie. C'était le logis d'un homme habitué à ne compter que sur lui-même, et qui ne pouvait se permettre qu'une chose le trahisse. Elle commença à remarquer en lui des détails qui n'étaient pas visibles d'emblée. Qu'il était gaucher, bien qu'il tînt le couteau de la main droite, il s'était réappris autrefois. On le voyait à la façon dont sa main saisissait le manche, avec une légère raideur. Que lorsqu'il pensait à quelque chose de lourd, il ne regardait pas le feu, mais légèrement à côté, comme s'il voulait voir la lumière, mais sans la fixer directement. Qu'il s'arrêtait parfois au milieu d'un travail et restait très silencieux, comme quelqu'un qui écoute quelque chose à l'intérieur de lui. Un jour, elle l'interrogea à ce sujet. Il ne fut pas surpris par la question. Il dit qu'il vérifiait, s'il y avait de la fièvre, si cela ne commençait pas,
qu'il avait appris à le faire régulièrement, comme on vérifie la bride avant de prendre la route. Si quelque chose se manifestait, il partait dans la forêt, bougeait jusqu'à ce que cela passe. Si rien ne se manifestait, il continuait ce qu'il faisait. Solveig demanda si cela aidait. Il répondit que pas toujours, mais plus souvent qu'avant, quand il ne vérifiait pas du tout. Elle y pensa longtemps après, au fait qu'un homme avait élaboré dans la solitude tout un système pour gérer ce qui vivait en lui, sans l'aide de personne, sans maître, simplement par nécessité. Cela exigeait une telle endurance qui pensait faisait un peu mal. Parfois, le soir, elle disposait les pierres runiques et travaillait à la lumière du foyer. Pas pour quelqu'un, pour elle-même, approfondissant une pratique qu'on ne pouvait négliger longtemps, comme on ne peut longtemps laisser une main sans exercice. Thorven, ces soirs-là, ne la dérangeait pas. Parfois il sortait, parfois il restait et s'occupait à ses affaires dans le coin le plus éloigné. Il aiguisait son couteau, tressait une corde, réparait quelque chose. Mais un jour, elle leva la tête et vit qu'il regardait simplement. Pas les pierres, elle. Il regardait attentivement et sans gêne, comme regarde quelqu'un que quelque chose intéresse, mais qui n'est pas sûr qu'il soit approprié de demander. Elle dit qu'elle pouvait expliquer, s'il le souhaitait. Il s'approcha, s'assit à côté à une distance respectueuse et regarda les pierres. Elle parla de quelques runes, pas toutes, pas le système, simplement celles qui étaient devant elle. Il écouta. Il posa une question. « Et celle-ci, que signifie-t-elle » et montra l'une des pierres. Elle dit « C'est Ansuz, la rune d'Odin, le lien, la transmission, la parole. Parfois, la révélation. » Il la regarda un peu plus longtemps que ne l'exigeait la réponse à la question. Puis, il se détourna vers le feu. Elle chantait parfois, doucement, à mi-voix, quand elle travaillait avec les plantes ou disposait les pierres. C'était du varlocure, un chant particulier que Gunna lui avait enseigné, monotone, semblable à quelque chose qui se trouvait à la frontière entre le son et le non-son. La première fois qu'elle se mit à chanter, Thorven s'arrêta au milieu d'un geste et resta longtemps immobile, comme une bête qui a entendu quelque chose d'inconnu et se fige, n'ayant pas encore décidé si c'est dangereux ou non. Puis il reprit ce qu'il faisait. Il ne s'arrêta plus jamais, mais elle remarquait qu'à ces moments-là, il bougeait plus doucement et respirait plus régulièrement, comme si ce chant faisait quelque chose en lui malgré sa volonté, et qu'il ne s'y opposait pas. Entre eux, il n'y avait rien qui pût s'appeler des mots. Aucune explication, aucune conversation sur ce qui se passait entre eux. Simplement, jour après jour, un espace commun, un feu commun, des conversations qui parfois s'enfonçaient dans une profondeur inattendue, et un silence qui exigeait de moins en moins d'être comblé. Un jour, elle revint de la forêt plus tard que d'habitude. Elle s'était éloignée plus loin que prévu dans sa cueillette d'herbes et avait perdu la notion du temps. Quand elle déboucha sur la clairière devant la maison, il faisait déjà sombre. Thorven se tenait près du perron. Il n'attendait pas. Il n'aurait pas appelé cela « attendre ». Il se tenait là, simplement. Quand elle apparut, il la regarda brièvement, se retourna sans un mot et rentra dans la maison. Elle entra à sa suite et vit que sur l'âtre, le chaudron était déjà posé et que le repas était presque prêt. Il ne dit rien. Elle non plus. Quelques jours plus tard, elle comprit qu'il cuisinait pour deux depuis qu'elle était là, sans l'annoncer, sans le mentionner. Il le faisait simplement. Elle comprit et ne dit rien non plus. Seulement, quand elle revenait de la forêt avant lui, elle se mit à ajouter dans le chaudron ce qu'elle trouvait. Des racines qui donnaient du goût, des feuilles qui donnaient de l'odeur,
Il mangeait en silence, mais une fois il dit que c'était bon, brièvement, sans rien ajouter. Elle hocha la tête. Un soir, très tard, alors qu'ils étaient tous deux assis près du feu dans ce silence qui était devenu habituel à ce moment-là, il demanda soudain : « Tu t'ennuies des gens ?» Ce n'était pas une question, plutôt une observation formulée à voix haute. Elle réfléchit et répondit honnêtement : « Parfois. Pas de tous, mais des conversations. De ce que quelqu'un te regarde et te voit, toi, et non ce que tu sais faire. » Il hocha lentement la tête, dit : « J'ai compris depuis longtemps que je ne sais pas m'ennuyer des gens en général. Seulement de personnes précises. De ceux qui ne sont plus là. » Elle demanda qui c'était. Il répondit : « Un homme que j'ai tué. Nous étions amis depuis l'enfance. » Le silence qui suivit ces mots fut différent. Solveig ne se hâta pas de le rompre. Elle resta simplement assise à côté de lui, et c'était tout ce qui était nécessaire pour l'instant. Le lendemain matin, tout était comme d'habitude. Il partit à la chasse, elle alla dans la forêt. Mais quelque chose entre eux s'était rapproché d'un cran, de ce pas précis qu'on ne nomme pas à voix haute, mais que tous deux ressentent. Cette journée commença comme d'habitude, et rien le matin ne laissait présager qu'au soir, tout changerait. Solveig revint de la forêt avant midi. Elle avait ramassé suffisamment, le panier était plein, et il n'y avait pas de raison d'aller plus loin. Le ciel s'était couvert depuis le matin de nuages bas. L'air sentait la neige à venir, et elle décida de passer le reste de la journée à la maison. Elle tria ce qu'elle avait rapporté, suspendit les herbes à sécher sous le plafond à côté des bouquets précédents, examina les pierres de son sac, essuya chacune avec un chiffon. C'était un travail familier, paisible, presque méditatif. Les mains agissaient d'elles-mêmes, la tête était libre. Thorven revint de la chasse vers le milieu de la journée. Il rapporta un lièvre, s'en occupa en silence près du seuil. Puis il entra, accrocha sa veste, mit de l'eau à chauffer. Ils déjeunèrent presque sans parler, non parce qu'il y avait quelque chose à cacher ou qu'il n'y avait rien à dire, mais parce qu'après plusieurs semaines de vie commune dans un petit espace, tous deux avaient appris à distinguer le silence qui demande à être comblé et le silence qui est en soi une conversation. Celui-ci était du second type. Après le repas, Thorven s'occupa de la toiture de l'intérieur. Une perche commençait à ployer sous le poids de la tourbe, et il avait depuis longtemps l'intention de la renforcer. Il travaillait avec concentration, sans geste superflu. Solveig était assise près de l'âtre et récitait de mémoire quelque chose que Gunna lui avait enseigné, sans bruit. Seules ses lèvres bougeaient légèrement. Puis elle s'arrêta. Ce n'était pas une décision, ni une intention, plutôt quelque chose qui vient de soi-même, quand on n'y prête pas attention pendant longtemps, que cela attend et finit par cesser d'attendre. La sensation n'était pas aiguë, pas inquiétante, simplement insistante, comme le contact d'une main étrangère sur l'épaule. Elle connaissait ce signal et ne l'ignora pas. Solveig sortit les pierres runiques de son sac et les disposa sur un endroit plat près de l'âtre. Pas toutes, seulement celles que sa main avait choisies d'elle-même, sans regarder. Ce n'était pas un rituel au sens plein, pas cette immersion profonde qui exige un chant et un silence total autour. Simplement une conversation directe avec ce qui voulait être entendu. Elle regarda les pierres longuement. Thorvin derrière elle cessa de travailler. Pas immédiatement, mais il s'arrêta quand il comprit qu'elle faisait quelque chose dans quoi il ne fallait pas faire irruption par le bruit. Il savait sentir cela désormais, sans explication. La combinaison qui se trouvait devant elle était désagréable. Pas effrayante. Elle avait depuis longtemps appris à ne pas avoir peur de ce qu'elle voyait dans les pierres, parce que la peur obscurcit la compréhension, mais désagréable. Comme l'est une vérité qu'on savait, mais qu'on ne voulait pas savoir à voix haute.
Elle retourna une pierre, puis une autre, regarda ce qui en résultait, ferma les yeux quelques secondes, puis dit, sans se retourner, « Les hommes de Brand vont venir pour toi. » Thorvan ne répondit pas tout de suite. Elle entendit comment il posa lentement ce qu'il tenait dans les mains et se retourna. Il demanda d'une voix égale, sans brusquerie, « Comment sais-tu que c'est pour moi et non pour toi ?» Elle répondit, « Parce que derrière toi se tient quelqu'un de vivant. Ce n'est pas une image ni un signe, ce sont des hommes, armés. » Thorven s'approcha et regarda les pierres. Non parce qu'il savait les lire, il ne le savait pas. Il regardait simplement, comme regarde un homme qui a besoin de voir de ses propres yeux que la conversation porte sur quelque chose de réel. Puis, il leva les yeux vers elle. Il dit ce qu'il pensait. Brand est un jarl. Il a assez à faire sans envoyer des hommes vers un banni dans la forêt. Ça n'a pas de sens. Solveig se retourna et le regarda droit dans les yeux. Elle dit, « Brand n'a pas besoin de toi. Il a besoin que je n'existe plus. Tu es juste à côté. » Thorven l'écoutait en silence et réfléchissait. Elle le voyait à sa façon de se tenir, immobile, les bras le long du corps, le regard dirigé légèrement vers le sol. Ce n'était pas du désarroi. C'était un homme qui construisait une image, vérifiait chacune de ses parties et décidait quoi en faire. Puis il leva les yeux et demanda « Quand ?» Elle dit « Je ne sais pas exactement. Bientôt. Peut-être dans 1 jour, peut-être dans 3. » Il hocha la tête, demanda combien il serait. Elle secoua la tête. Les pierres ne comptent pas les hommes. Mais pas un seul. Thorven s'approcha du mur, prit sa veste, la jeta sur ses épaules. Dit qu'il irait voir le sentier du côté du fjord. Elle se leva et dit qu'elle irait avec lui. Il la regarda quelques secondes, puis dit brièvement « Bien. » Ils marchèrent dans la forêt en silence, côte à côte, à une courte distance l'un de l'autre. Il marchait légèrement devant, là où le sentier se rétrécissait. Elle suivait, sans prendre de retard. La neige ne commença pas, seul le froid devint plus dense, et la respiration se déposait dans l'air en fine vapeur. Thorven s'arrêta plusieurs fois, tendit l'oreille. Elle se tenait tranquillement à côté, sans le presser. À la lisière, où la forêt s'ouvrait sur l'espace découvert et où l'on voyait le sentier du côté des hameaux, il s'arrêta et regarda longuement. Il n'y avait rien. Un sentier vide, un ciel gris, quelques oiseaux épars. Il examina le sol au bord de la forêt, trouva un endroit où quelqu'un s'était tenu récemment. L'herbe était aplatie autrement que par une bête. Il s'accroupit, regarda de plus près. Il se releva sans rien dire, mais à sa façon de le faire, elle comprit. La trace était fraîche. Sur le chemin du retour, ils ne parlèrent pas. Déjà près de la maison, il s'arrêta et lui dit calmement que, si il venait, elle devait rester derrière les arbres et ne pas sortir, quoi qu'il arrive. Elle répondit qu'elle avait compris. Il la regarda, vérifiant si c'était vrai, et apparemment, décida que ce n'était pas le genre de personne à qui il fallait dire les choses 2 fois. Le premier jour passa tranquillement, et le deuxième aussi. La vie dans la maison suivait son cours habituel. Le feu, la nourriture, le travail, les conversations du soir. Mais quelque chose avait changé dans l'air entre eux. Pas un mauvais changement, plutôt cette sensation qui survient quand 2 personnes savent que quelque chose de difficile les attend. Et cette connaissance les rapproche un peu, parce que le difficile doit être affronté ensemble. Elle remarqua qu'il la regardait un peu différemment. Pas plus longtemps, pas plus doucement, juste autrement. Comme on regarde une personne à qui l'on confie quelque chose d'important.
même si on n'en parle pas à voix haute. Le soir du deuxième jour, ils étaient assis près du feu, et elle dit soudain, pas à propos des hommes de Brand, mais comme ça, à partir de ce qu'elle avait pensé toute la journée, « As-tu jamais voulu partir d'ici complètement? Pas juste plus loin dans la forêt, mais vraiment, dans un autre endroit, où personne ne te connaît. » Il resta longtemps silencieux. Puis il dit, « J'y ai pensé, mais je ne savais pas où. Partout il y a des gens qui ont entendu parler. » Elle dit, « Pas partout. Il y a une terre à l'ouest, où il n'y a ni vieux contes, ni vieux noms. » Il la regarda attentivement, mais resta silencieux. Elle ne continua pas. Elle dit simplement, « Et que cela reste là, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. » Le troisième jour, vers le soir, quand la lumière tombait déjà horizontalement et que la forêt était devenue plus sombre que d'habitude, Thorven revint de sa ronde plus tôt que prévu. Il entra dans la maison, prit le couteau sur l'étagère et dit d'une voix égale, sans mots superflus, « Ils sont déjà proches. 4. Ils viennent du sud, du côté du fjord. Armés. » Solveig se leva. Elle prit son bâton, non pas parce qu'il la protégerait de 4 hommes armés, mais parce que c'était une partie d'elle-même, et le laisser semblait incorrect. Thorven la regarda. Il dit, « Derrière les arbres. Ne sors pas. » Elle hocha la tête. Ils sortirent ensemble, mais se séparèrent au bord de la clairière. Elle recula dans l'ombre entre les pins, d'où l'on voyait le sentier. Il avança, au milieu, et se tint là, droit, calme, sans armes dans les mains. Il se tint simplement là et attendit. Les 4 sortirent de derrière les arbres quelques minutes plus tard. Ils marchaient avec assurance, sans se cacher. Des hommes qui étaient venus avec une mission claire et ne voyaient aucune raison de se dissimuler. Ils le virent, ralentirent, mais ne s'arrêtèrent pas. L'un d'eux, le plus proche, avec une épée à la ceinture, dit qu'il n'était pas venu pour lui. Thorven leva la main. Il dit, « Partez. » Solveig se tenait derrière les arbres et tenait son bâton à 2 mains. Elle regardait. Son cœur battait régulièrement. Elle savait ne pas laisser la peur monter au-delà d'un certain niveau. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose de tendu, comme une corde qu'on tire des 2 côtés. Celui qui avait parlé secoua la tête et fit un pas en avant. Les autres suivirent. Thorven baissa la main. Solveig voyait ce qui allait suivre, avant même que cela ne commence. Pas par les runes, simplement par sa façon de se tenir. Elle connaissait cet homme déjà assez bien pour lire son corps comme on lit les signes sur l'eau. Quelque chose en lui changeait, lentement, presque imperceptiblement de l'extérieur. Mais elle le voyait. Les épaules se soulevèrent légèrement. La respiration devint différente. Les mains se serrèrent. Elle se tenait tranquillement et attendait. Attendait ce moment où elle serait nécessaire, ni avant, ni après. Ils sortirent de derrière les arbres sans hâte, comme sortent des hommes qui sont sûrs de leur droit d'être là. 4, tous armés. Des épées pour 2 d'entre eux. Pour les autres, des haches, courtes, de travail. Pas d'apparat. Habillés chaudement, en tenue de route. Ils ne marchaient pas furtivement, ni avec une menace dans le geste, mais comme marchent ceux à qui l'on a donné une mission et expliqué qu'aucune résistance n'était attendue. Ils ne pensaient manifestement pas qu'un homme seul sur un sentier désert constituait un obstacle sérieux. Thorven se tenait là où il s'était arrêté, au milieu, sans avoir reculé nulle part. Les bras le long du corps, le couteau à la ceinture, mais intact. Il les regardait calmement, sans hostilité et sans peur. Et dans ce calme,
Il y avait quelque chose de tel que le plus proche des quatre ralentit tout de même le pas une seconde avant de dire qu'il n'était pas venu pour lui. Thorven répondit d'un seul mot « Partez ». Il ne menaçait pas, n'expliquait pas, dit simplement, d'un ton égal, comme on dit une évidence. Celui qui parlait pour tous secoua la tête. Dit que le berserk pouvait suivre son chemin, que leur affaire n'était pas la sienne, que la femme qui vivait ici, ils en avaient besoin vivante ou non, ça dépendrait. Cette dernière phrase, il l'ajouta avec cette négligence particulière qu'ont les gens quand ils veulent faire comprendre que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a rien à craindre. Ce fut une erreur. Solveig se tenait derrière les pins et voyait tout. Elle vit comment Thorven écoutait ses mots, et vit comment quelque chose en lui réagissait à ceci. Pas rapidement, pas en explosion, mais lentement. Comme réagit la terre avant qu'une source chaude ne commence à en jaillir. Quelque chose qui était profondément à l'intérieur commença à monter. Elle connaissait ce processus, non plus par description, mais par observation. Elle l'avait vu plusieurs fois, pendant les semaines qu'elle avait vécues ici, dans de petites variantes, quand il s'arrêtait et partait dans la forêt, pour laisser cela sortir sans conséquence. Mais c'était différent. C'étaient des moments où il réussissait à le remarquer à l'avance. Maintenant, c'était différent. Maintenant, l'irritant était direct et vivant. Et les mots à son sujet, sur le fait qu'elle était nécessaire vivante ou non, ces mots firent quelque chose à cette partie de lui qui ne savait pas peser et raisonner. Le plus proche fit un pas en avant. Les autres suivirent. Ce qui se passa ensuite arriva rapidement, mais pas de manière chaotique. Thorven ne cria pas, ne se jeta pas. Il se trouva simplement là où il fallait être, avant que le premier n'ait pu achever son mouvement. Il prit le coup avec l'épaule, répondit de telle sorte que l'homme fut projeté à plusieurs pas et resta étendu, ayant perdu pour un temps l'intérêt pour ce qui se passait. Le deuxième arriva par le côté, mais Thorven s'était déjà retourné, et dans ce retournement, il y avait quelque chose d'inhumainement précis, comme s'il voyait non seulement ce qui était devant lui, mais aussi ce qui était dans son dos. Solveig regardait et comprenait qu'elle voyait le berserk gang pour de vrai. Pas un récit à son sujet, pas une description dans les mots d'autrui, lui-même. Ce n'était pas effrayant dans le sens où elle s'y attendait, plutôt immense, comme si à côté d'un homme ordinaire se trouvait soudain quelque chose de beaucoup plus grand, qui utilisait son corps comme un réceptacle. Les mouvements devinrent différents, plus directs, sans superflu, sans cette fraction de seconde de doute qu'a chaque personne avant chaque action. Ici, cette fraction n'existait pas. Ici, il n'y avait que l'action. Le troisième tenta d'arriver par derrière. Thorven l'attrapa par l'épaule, le retourna, le renversa au sol avec une telle force que celui-ci ne se releva pas tout de suite. Le quatrième s'arrêta. Il se tenait là, regardait et réévaluait manifestement les conditions de la mission en ce moment même, en temps réel. Solveig voyait ce qu'elle voyait. Elle vit comment, en Thorven, il restait de moins en moins de ce Thorven qu'elle connaissait. Comment disparaissait de ses yeux quelque chose de familier, d'humain, ce qu'elle avait appris à reconnaître pendant ces semaines. Le regard devint différent, pas méchant, vide dans un sens particulier, comme est vide le ciel dans une grande tempête, quand les nuages vont si vite et si bas que le ciel derrière eux n'est déjà plus le ciel, mais simplement du mouvement. Il prit l'un de ceux qui s'étaient relevés à la gorge. Solveig sortit de derrière les arbres. Elle ne cria pas, ne courut pas. Elle sortit calmement, fit quelques pas sur la terre découverte et prononça son nom. Pas fort, à peu près comme on dit quelque chose d'important dans le silence, quand on sait qu'on sera entendu.
Simplement, Thorven. Il s'arrêta. Pas immédiatement, pas instantanément. Une seconde passa, peut-être deux. De longues secondes traînantes, pendant lesquelles elle se tenait là et ne bougeait pas. Et l'homme dans sa main ne bougeait pas non plus. Et tout l'air autour, semblait-il, avait aussi cessé de bouger. Et puis quelque chose en lui trembla. Il tourna la tête, la regarda. Dans ce regard, il n'eut d'abord pas de reconnaissance. Puis elle apparut, lentement, comme apparaît la lumière dans une pièce quand quelqu'un ouvre le volet à l'aube. Il la vit. Pas simplement une silhouette devant lui. Elle, précisément. La main se desserra. L'homme tomba au sol en toussant. Thorven se tenait là et regardait Solveig. Et quelque chose en lui revenait, péniblement, comme revient un homme d'un sommeil très profond. 2 des 4 étaient debout. Ils se regardèrent l'un l'autre. Le regardèrent lui. Se retournèrent et partirent, rapidement, sans parler. Le 3e se releva, aida le 4e, et les suivit sans se retourner. Le sentier se vida. Thorven resta debout sur place. Il respirait lourdement, pas comme respire un homme fatigué, mais comme respire celui qui revient d'un endroit où va tout l'air. La poitrine se soulevait et s'abaissait profondément, avec effort. Les mains étaient encore serrées en poing, et il ne semblait pas le remarquer. Solveig s'approcha. Sans se presser, sans inquiétude dans les mouvements, elle s'approcha simplement, comme on s'approche d'une personne qui a maintenant besoin que quelqu'un de calme soit à ses côtés. Et s'assit par terre, là même, sur le sentier froid, et attendit. Il resta debout encore un peu, puis s'assit à côté d'elle, lourdement, comme si les jambes avaient décidé d'elles-mêmes que c'était assez. Il était assis, regardait la terre devant lui, respirait, revenait, et ne disait rien. Elle était simplement là, proche, mais pas collée, à cette distance qui dit « Je suis là » et tu n'as rien à faire avec ça tout de suite. La forêt alentour se taisait. Les oiseaux qui s'étaient tus au moment de l'affrontement n'avaient pas encore recommencé à se faire entendre. Le ciel au-dessus des pins était de cette couleur grise qui arrive à la fin d'une courte journée d'hiver, quand la lumière ne s'en va pas d'un coup, mais longuement, progressivement. Thorven desserra lentement les poings, regarda ses paumes, comme regarde un homme qui vérifie ce que ses mains ont fait à son insu. Puis il ferma les yeux et resta longtemps assis ainsi. Solveig posa la main sur son épaule. Pas impulsivement, pas avec pitié. Elle la posa simplement, légèrement, comme on pose la main sur quelque chose qu'on veut maintenir en place. La main ne tremblait pas. Elle était d'ailleurs de ces gens qui ne tremblent pas quand les autres ont besoin de fermeté. Un certain temps passa. Combien? Elle ne compta pas. Puis il dit doucement, sans ouvrir les yeux, « Tu m'as retenu. » Elle répondit aussitôt, sans pause, « Tu t'es retenu toi-même. » Je t'ai seulement rappelé que tu étais là. Il ouvrit les yeux, regarda devant lui, puis baissa le regard sur sa main à elle, qui reposait sur son épaule. Il la regarda quelques secondes, en silence, avec cette expression qu'il est difficile de nommer d'un mot précis. Pas de l'attendrissement, ni de la gratitude au sens ordinaire. Quelque chose qui arrive quand un homme comprend « il y a quelqu'un près de moi qui n'est pas parti ». Il n'ôta pas sa main. Solveig non plus ne l'ôta pas. Ils restèrent assis ainsi un moment, jusqu'à ce que la dernière lumière commence à quitter définitivement la forêt. Puis il se leva, l'aida à se relever, non parce qu'elle ne pouvait pas le faire seule, mais parce que c'était un geste naturel.
qui vint sans réflexion. Elle ne se déroba pas. Sur le chemin du retour vers la maison, il marcha à côté d'elle, et non devant, comme d'habitude. Il se taisait, mais ce silence était différent. Pas fermé, juste tranquille. Le silence d'un homme qui a beaucoup à l'intérieur, mais qui n'a pas besoin pour l'instant de le dire. Il suffit de marcher côte à côte. Déjà sur le seuil, il s'arrêta et la regarda. Dit, pas comme une question, juste à voix haute. Ils reviendront. Ou ils en enverront d'autres. Elle hocha la tête. Elle le savait sans qu'il le dise. Une tentative qui a échoué, ce n'est pas encore la fin pour un homme comme Brand. Surtout s'il a besoin que le problème disparaisse discrètement, sans bruit inutile. Elle dit, « Alors nous ne pouvons pas rester ici. » Il se tut, puis entra dans la maison. Elle le suivit. Le feu dans l'âtre s'était presque éteint pendant leur absence. Il ajouta des bûches, souffla dessus, et la chaleur commença à revenir dans le petit espace. Ils s'assirent près du feu, et pour la première fois depuis toutes ces semaines, ils étaient assis plus près que d'habitude. Pas collés, mais de telle sorte que si quelqu'un les avait regardés de l'extérieur, cela aurait été visible. Thorven regardait le feu et réfléchissait. Elle ne l'empêchait pas de réfléchir. Puis il dit lentement, « Tu parlais d'une terre à l'ouest, où il n'y a pas de vieux contes. » Solvay le regarda. Dans sa voix, il n'y avait ni enthousiasme ni peur devant cette pensée. Il y avait cette attention égale, mesurée, avec laquelle il abordait tout ce qui exigeait une décision sérieuse. Il ne disait pas « oui », il demandait. Elle répondit « L'Islande. C'est là que vont ceux pour qui c'est devenu trop étroit ici. Il y a beaucoup de terre là-bas, pas de roi, et personne ne sait qui tu étais avant, si tu ne le dis pas toi-même. » Il se tut longtemps. Elle attendait. Elle savait attendre, sans remplir la pause. Puis il dit, « Je ne sais pas si je deviendrai là-bas un autre homme. » Elle répondit honnêtement, « Tu ne le deviendras pas. Le Berserksgang ne s'en va pas parce qu'on change d'endroit. Mais peut-être qu'un lieu où on ne te connaît pas et où on ne te craint pas d'avance te donnera la possibilité d'être toi-même et non celui que les gens pensent que tu es. » Il se tut à nouveau. Il regardait le feu, et elle voyait que c'était déjà un autre silence. Pas du doute, mais quelque chose qui ressemble à la façon dont un homme essaie une décision qu'il a déjà presque prise. Puis il tourna la tête et la regarda. Demanda simplement « Tu viendras ?» Ce n'était pas une question pour savoir si elle lui tiendrait compagnie. C'était une question pour savoir si elle comptait continuer à vivre près de lui. Pas au sens d'un seul voyage, mais dans ce grand sens qui se tenait derrière. Et tous deux savaient que c'était exactement ce qui était demandé. Solvay le regarda calmement, répondit « Oui », n'ajouta rien, n'expliqua pas, ne précisa pas, n'adoucit pas, juste « oui », comme on dit quand on sait, avec certitude. Il hocha la tête, se détourna vers le feu. Mais quelque chose en lui était devenu différent, doucement, imperceptiblement, comme change quelque chose dans une pièce quand entre enfin celui qu'on attendait depuis longtemps, bien que personne n'ait admis à voix haute qu'on attendait. Derrière les murs de la maison, la forêt se tenait sombre et silencieuse. Quelque part au loin, on entendait le vent. Pas ici, mais là-bas, au-dessus des montagnes. Le feu dans l'âtre brûlait régulièrement. Devant eux, il y avait un chemin que ni l'un ni l'autre n'imaginaient encore tout à fait. Mais le fait qu'ils le parcouraient ensemble, cela était déjà décidé. En silence, près du feu, à la fin d'une longue journée qui aurait pu se terminer
tout autrement. Le lendemain matin, ils commencèrent à se préparer. Il n'y eut pas de longue conversation pour savoir si c'était la bonne décision, et il n'y eut pas de doute qu'il fallait surmonter à voix haute. La décision avait été prise, tranquillement près du feu la veille au soir, et maintenant elle exigeait simplement des actes. Tous deux étaient de ces gens qui ne perdent pas de temps à se redemander ce qui est déjà décidé. Torven commença par faire le tour de toute la maison et déterminer ce qu'il fallait prendre et ce qu'on pouvait laisser. Il prit peu de choses. Le couteau qu'il avait fait lui-même et dont il connaissait chaque courbe du manche, la hache, une pelote de corde solide, quelques pots, de l'amadou, une réserve de viande séchée. Il regarda le reste, les perches, le chaudron, tout ce qu'il avait construit et réparé pendant 3 ans, et laissa tout derrière lui. Sans regret, ni soulagement, il laissa simplement, comme on laisse ce qui a fait son office. Solvay se préparait autrement, plus lentement, plus méticuleusement, avec cette minutie qu'on met à plier des affaires qu'on ne peut remplacer. Elle enveloppa les pierres uniques dans du cuir, une par une, vérifia chacune d'elles. Elle examina son bâton, trouva une petite fissure à la base, vint voir Torven et demanda s'il avait quelque chose pour le renforcer. Il trouva un morceau de lanière de cuir, l'enroula, serra fermement. Elle tint le bâton dans ses mains, vérifia et hocha la tête. Puis elle rangea les graines d'herbe qu'elle avait fait sécher tout ce temps dans de petits sachets de tissu et noua chacun d'eux. Cela prit du temps, mais Torven ne la pressa pas. Pendant qu'elle rangeait, il partit voir le chasseur qui vivait à 2 heures de marche de la forêt. Cet homme-là même, par qui Solvay faisait passer des nouvelles à son père. Ce chasseur était un homme de peu de mots et pratique, de ceux qui comprennent que les affaires des autres sont les affaires des autres, et qui ne posent pas de questions inutiles. Torvan lui était redevable. Une fois, lors du premier hiver d'exil, celui-ci lui avait apporté de la nourriture quand la chasse ne donnait rien du tout et n'avait rien demandé en retour. Maintenant, Torven venait s'acquitter de sa dette sous la forme qu'il pouvait. Il dit qu'il partait, que la maison dans la forêt restait, qu'il en fasse ce qu'il voulait. Et il demanda pour les navires. Le chasseur connaissait un vaisseau marchand qui se trouvait dans le port du fjord et s'apprêtait à partir vers l'ouest dans environ 1 semaine. Le capitaine prenait des passagers, s'il payait ou savait travailler sur le pont. Torven pouvait faire l'un et l'autre, bien qu'il n'eût que peu d'argent. Le chasseur dit qu'il pouvait les mettre en contact à l'avance, si Torven le souhaitait. Torven le souhaitait. Ils retournèrent ensemble dans la forêt. Le chasseur parla brièvement avec Solvay. Elle le remercia pour toutes ces semaines de transmission de nouvelles. Il fit un geste de la main, comme on fait quand on n'a pas l'habitude d'accepter les remerciements, et partit. Il convint de se retrouver au port dans 2 jours. Le soir avant le départ, Torven resta longtemps assis dehors, près du foyer. Il n'éprouvait pas de nostalgie pour cet endroit. Il n'était pas de ces hommes qui ont la nostalgie des murs. Mais 3 ans, c'est 3 ans. Et quelque chose reste toujours dans les lieux où l'on a vécu longtemps. Quelque chose comme une empreinte qu'on ne voit pas des yeux, mais qu'on ressent. Solvay sortit et s'assit à côté de lui. Elle ne posa aucune question. Ils restèrent assis en silence, jusqu'à ce que le feu se transforme en braise. Puis elle dit « Tu penses à lui ?» Il ne demanda pas de qui. Il se tut, puis répondit « Parfois je me demande s'il serait content pour moi. » Elle demanda doucement « Comment était-il » Torven ne répondit pas tout de suite. Il finit par dire « Têtu ». Il riait fort, même quand ce n'était pas nécessaire. Il savait manger pour 3. Elle n'ajouta rien. Elle écouta simplement. Et cela suffisait. Le matin, ils quittèrent la forêt.
Note historique. La colonisation de l'Islande commença vers les années 870 et se poursuivit pendant environ 60 ans. Durant cette période, l'île fut peuplée par plusieurs milliers de personnes, dont la plupart venaient de Norvège. Bien que parmi les premiers colons se trouvaient aussi des gens venus des îles britanniques et d'autres terres scandinaves. Les raisons étaient diverses. Certains fuyaient le pouvoir croissant du roi Harald à la belle chevelure, qui unifiait les terres norvégiennes et exigeait la soumission. D'autres partaient à cause de conflits fonciers ou de querelles familiales, qu'ici, dans ce nouveau lieu, on pouvait laisser derrière soi. L'Islande attirait avant tout parce qu'il n'y avait pas de pouvoir central. Ni roi, ni jarl ayant le pouvoir de tout décider. À la place fonctionnait l'Althing, une assemblée populaire où les hommes libres réglaient eux-mêmes leurs différends et établissaient les lois. C'était une organisation rare pour son époque et donnait à l'homme ce qui n'existait pas en Norvège: la possibilité de recommencer à zéro, sans porter le fardeau d'un vieux nom. Jusqu'au port, ils marchèrent presque toute la journée. La route passait d'abord par la forêt, puis par un versant découvert où le vent frappait le visage sans obstacle. Thorven portait la plus grande partie du bagage. Solveig, son sac avec les pierres et les sachets de graines, qu'elle tenait avec précaution, comme on tient quelque chose de vivant. Ils parlèrent peu en chemin, non parce qu'il y avait quelque chose à cacher, mais parce que marcher longtemps et en montée ne dispose pas à la conversation. Au port, il y avait du monde. Des navires marchands étaient amarrés au bord de l'eau, certains chargeaient des ballots, d'autres déchargeaient, des hommes se criaient les uns aux autres par-dessus l'eau, quelque part ça sentait le poisson et la fumée. Solveig marchait le long du rivage et sentait les regards sur elle. Une femme avec un bâton à côté d'un homme que certains ici connaissaient de nom, c'était visible. Elle ne baissa pas la tête. Le chasseur les attendait au bout de l'embarcadère. Il les conduisit au capitaine, un homme robuste d'environ 45 ans, au visage tanné par le vent marin et habitué à ne s'étonner de rien en particulier. Le capitaine regarda Thorven, puis Solveig. Il demanda s'il pouvait travailler. Thorven dit qu'il pouvait faire tout ce qu'on lui dirait. Solveig dit qu'elle soignait et connaissait les herbes, et que s'il y avait besoin d'un guérisseur sur le navire, elle ne refuserait pas. Le capitaine réfléchit un peu. Puis, il nomma un prix. Thorven donna presque tout l'argent qu'il avait. Ils convinrent, départ dans 3 jours. Ces 3 jours, ils les passèrent dans une petite maison au bord de l'eau que le chasseur avait arrangée pour eux. Le premier jour fut consacré au repos et au silence. Le deuxième, à acheter quelques provisions pour la route et à vérifier l'équipement. Le troisième jour, Solveig déclara dès le matin qu'elle voulait se rendre au bord de l'eau avant le départ. Pas au quai, sur la rive ouverte, là où il n'y avait personne. Thorvan l'accompagna sans un mot de trop. Ils trouvèrent un endroit près d'une grande pierre plate au ras de l'eau. Le fjord se fondait déjà presque dans la mer ouverte, et l'on sentait comment changeait le caractère de l'eau. Elle devenait plus lourde, plus sombre, se comportait autrement que l'eau calme du rivage. Solveig sortit de son sac une botte d'herbes sèches et une petite bourse de cuir contenant quelque chose qu'elle avait préparé dans la forêt. Thorven la regardait et attendait. Elle disposa le tout sur la pierre, contempla l'eau et commença à faire ce qu'elle savait faire mieux que tout: œuvrer avec ce qui la dépassait. Elle enflamma les herbes. Elles prirent doucement, en fumant, et la fumée se dirigea vers l'eau, emportée par le vent. Puis elle prit une poignée de terre dans la bourse, de la terre de cet endroit près de la forêt où ils avaient vécu, et la jeta dans l'eau. Ce n'était pas un beau geste, pas une action théâtrale. C'était quelque chose de simple et de grave. Un adieu au lieu
et à ce qui y était resté. Puis elle se tourna vers Thorven et dit « Maintenant toi ». Il ne fut ni surpris ni embarrassé. Il réfléchit un peu, puis il détacha de sa ceinture un couteau. Pas celui de chasse, mais l'autre, celui qu'il portait depuis longtemps, depuis l'époque où il était dans la troupe. Un bon couteau, avec un manche en os, avec des entailles. Il le tint dans ses mains, puis le posa sur la pierre, face à l'eau. C'était un sacrifice à Odin. Une arme précieuse, pas par son prix, mais par ce qu'elle signifiait. Solveig brûla une autre botte d'herbe et commença à parler, à mi-voix, presque en psalmodiant, avec ces mots que Gunna lui avait enseignés. C'était une invocation à Frigg, déesse du foyer, protectrice de ceux qui bâtissent une maison et préservent ceux qui y vivent. Thorven se tenait à côté et se taisait, non parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que les mots n'étaient pas sa manière. Il se tenait simplement là, et c'était aussi une participation, et tous deux le comprenaient. Quand elle eut terminé, ils restèrent silencieux encore un moment. Le couteau gisait sur la pierre au bord de l'eau. La fumée des herbes s'était dissipée. Les vagues venaient et venaient, l'une après l'autre. Quelques pêcheurs qui passaient sur le rivage ralentirent le pas et regardèrent. Puis ils accélérèrent et s'en allèrent. Les gens qui avaient vu cela en parlèrent ensuite, de ce que le berserk banni et la volva du clan de Ketil avaient offert ensemble un sacrifice à Odin et Frigg, au bord de l'eau, avant le départ. Le dieu de la guerre et la déesse du foyer. C'était une combinaison inhabituelle, même selon les critères de gens qui en avaient vu de toutes sortes. Quelque chose dans cela se lisait comme un signe, bien que personne ne se risquât à expliquer un signe, de quoi exactement. Solveig et Thorven rentrèrent à la maison en silence. Et ce silence était bon. Ce soir-là, ce fut elle qui la première lui prit la main. Simplement, sans raison, alors qu'ils étaient assis près du feu. Il ne se déroba pas. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Le lendemain matin, le navire partait avec la marée. Thorven arriva au quai avant tout le monde, aida aux derniers préparatifs comme convenu. Solveig arriva ensuite, avec son sac en bandoulière et son bâton à la main. Elle monta sur le pont par la passerelle, s'arrêta et regarda en arrière, vers le rivage, vers la montagne Engart au loin, vers la bande sombre de la forêt à son pied. Elle regarda sans mélancolie et sans regret. Elle regarda simplement, comme on regarde quelque chose qui a été et qui est maintenant derrière soi. Thorven se retrouva à côté d'elle. Pas exprès, il se tenait simplement de façon à se retrouver à côté d'elle. Elle détourna son regard du rivage et le regarda. Il regardait devant lui, là où le fjord se fondait dans l'eau libre, où l'on ne voyait plus rien d'autre que la mer grise et le ciel blanc. Le capitaine cria un ordre. Le navire commença à bouger. Le rivage s'éloignait lentement, puis plus vite. L'eau sous la coque devint différente, lourde, vert sombre, vivante. Le vent se renforça, la voile se gonfla, et le navire prit son allure, comme prend son allure un navire qui connaît son affaire. Solveig se tenait au bastingage et regardait devant elle. Thorven se plaça à côté d'elle, épaule contre épaule, tout près. Il ne l'enlaça pas, ne dit rien. Il se tint simplement, de façon à ce qu'elle sente « il est là ». Le rivage disparut au détour. Devant, il n'y avait que la mer. La mer ne fut pas clémente durant cette traversée. Elle l'est rarement en automne, quand les eaux entre la Norvège et l'Islande vivent leur vie pesante et ne se soucient guère de ceux qui les parcourent. Les 2 premiers jours furent supportables. Vent favorable, houle modérée, ciel gris mais pas méchant. L'équipage travaillait avec habitude.
Thorven tirait les cordages et ramait avec les autres quand le vent tombait. Et il le faisait sans plainte et sans paroles superflues, ce qui plaisait à l'équipage plus qu'il ne le pensait. Les gens de mer apprécient ceux qui travaillent, pas ceux qui parlent. Solveig s'était installée entre les ballots au milieu du navire, là où ça tanguait le moins et où il y avait un petit abri contre le vent. Elle ne souffrait pas de la mer aussi violemment que certains passagers qui avaient passé le premier jour dans un état des plus pitoyables. Mais elle n'était pas non plus habituée à la mer, et son corps le ressentait. Elle gardait son sac avec les pierres runiques sur ses genoux presque constamment, non par peur de le perdre, mais simplement parce que, dans le roulis, quelque chose de lourd et de dur dans les mains aide la tête à rester en place. Le troisième jour, le temps changea. D'abord, ce ne fut qu'une sensation. L'air devint différent. La pression chuta. Et ceux à bord qui naviguaient depuis longtemps commencèrent à échanger des regards. Le capitaine ordonna de réduire une partie de la voile. Cela ne servit à rien. Vers midi, le ciel noircit du nord-ouest si rapidement qu'il sembla que quelqu'un l'avait tiré comme un rideau. La houle se leva. Le navire commença à plonger dans les creux entre les vagues avec une telle force que plusieurs hommes tombèrent, incapables de tenir sur leurs jambes. Thorven travaillait. Le capitaine criait des ordres, et il les exécutait avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Le corps agissait de lui-même, parce qu'à un tel moment, il n'y avait pas le temps de penser. Il tirait, tenait, nouait, aidait à maintenir la barre quand l'eau déferlait par-dessus bord, avec une telle force qu'un seul homme ne pouvait y faire face. Pas une seule fois, il ne regarda du côté de Solveig. Non pas qu'il ne pensât pas à elle, mais parce que penser à elle en cet instant précis signifiait se laisser distraire. Et il ne fallait pas se laisser distraire. Solveig était assise là où elle était assise, agrippée fermement à la corde qu'elle avait trouvée et nouée autour d'elle et du ballot, alors que le ciel commençait à peine à s'assombrir. Elle ne priait pas, ou plutôt, elle priait, non par des mots, mais par cet appel intérieur silencieux qui ne requiert aucun son. Elle regardait l'eau et pensait « C'est grand et vivant, et cela n'a aucune malveillance envers nous. C'est simplement ainsi. Tiens bon. » Deux des passagers se mirent à prier à voix haute, fort, énumérant les dieux l'un après l'autre, au cas où l'un d'eux n'entendrait pas. Quelqu'un de l'équipage jurait doucement entre ses dents au rythme des vagues. Le capitaine ne priait, ni ne jurait. Il travaillait et commandait, et cela seul retenait les gens de la panique mieux que n'importe quel mot. La tempête dura plusieurs heures. Puis, elle commença à se calmer. D'abord presque imperceptiblement, puis plus vite, comme si quelque chose de grand s'était fatigué et avait décidé de lâcher prise. La vague retomba. Le vent devint plus régulier. Le ciel à l'ouest se dégagea, et dans la trouée passa une lumière oblique du soir, presque horizontale, orangée, totalement différente de ce qui avait été au-dessus de leur tête une heure auparavant. Thorven la trouva aussitôt qu'il eut une minute. Il se fraya un chemin entre les gens et les ballots, s'accroupit à côté d'elle directement sur les planches mouillées. Elle était entière, tenait son sac à deux mains, les cheveux en désordre, la tresse à moitié défaite. Elle le regarda, attentivement, rapidement, vérifiant. Puis expira. Il dit calmement « Le navire est bon. Je te l'avais dit. » Elle répondit « Je sais. Mais c'était quand même bien que tu te sois assis à côté de moi. » Il la regarda une seconde, puis hocha brièvement la tête. Il resta assis à côté d'elle, bien que le capitaine appelât déjà les hommes à s'occuper des affaires. Il resta exactement le temps qu'il fallait pour qu'elle se sente sur la terre ferme, du moins intérieurement. Puis il se leva et alla travailler. La nuit se passa tranquillement. Les étoiles sortirent, nombreuses, brillantes,
comme il arrive après une tempête, quand l'air se purifie jusqu'au fond. Solveig était allongée sous l'abri et les regardait à travers le trou dans la toile au-dessus de sa tête. Elle pensait à ce que Gunnar lui avait dit autrefois. Le chemin est toujours visible, si tu n'as pas peur de l'obscurité qui l'entoure. Les étoiles ne sont pas une décoration du ciel, ce sont une direction. L'Islande apparut le 5e jour. D'abord ce fut une odeur, étrange, sulfureuse, inconnue, ne ressemblant à rien de ce qu'elle connaissait. Puis, une bande sombre à l'horizon, basse, presque indiscernable de l'eau. Puis elle se mit à grandir, et des contours apparurent. Des montagnes au sommet blanc, une côte de pierres sombres, quelque chose qui fumait au loin, près de la terre même. Sur le pont, le silence se fit. Les gens s'approchaient du bastingage et regardaient en silence. Quelqu'un parmi ceux qui venaient ici pour la première fois s'attendait probablement à quelque chose de différent. Des rivages verts, peut-être, ou quelque chose de semblable à l'endroit qu'ils avaient quitté. L'Islande n'était pas ainsi. Elle était dure, nue, sans les forêts qu'on avait l'habitude de voir chez soi. Pierres sombres, terre grise, montagnes blanches, et au-dessus de tout cela, de la fumée sortant de sous la terre, s'élevant ici et là, comme si l'île respirait. Solveig se tenait au bastingage et regardait. Thorven se plaça à côté d'elle. Elle dit doucement, sans se retourner. « La terre respire. » Il répondit, « J'ai vu cela dans des récits. Je ne pensais pas que c'était vrai. » Elle dit, « C'est vrai. » Note historique. L'Islande est une île volcanique, et sa géologie était pour les premiers colons un phénomène totalement inhabituel. Les sources chaudes, les geysers, les champs volcaniques et l'odeur constante de soufre faisaient partie du paysage que les nouveaux arrivants décrivaient avec étonnement, parfois avec crainte. La terre ici était réellement chaude à certains endroits. Les sources chaudes affleuraient directement à la surface, et près d'elles, on pouvait vivre assez confortablement, même durant le rude hiver islandais. Les premiers colons, arrivés à partir des années 870, choisissaient consciemment des lieux près de telles sources. Terre chaude, possibilité de faire paître le bétail toute l'année, eau qui ne gèle pas. Le sol volcanique était par ailleurs assez fertile pour les herbes et les cultures potagères. Pour des gens habitués aux rudes hivers norvégiens, de tels endroits semblaient presque miraculeux, bien que l'île elle-même, avec ses plaines balayées par les vents et l'absence de forêt, exigeât une capacité particulière d'adaptation. Ils débarquèrent dans une petite baie où se dressaient déjà quelques constructions, pas encore en établissement, mais son commencement. Plusieurs personnes du navire s'arrêtèrent là même, d'autres continuèrent plus loin le long de la côte. Le capitaine souhaita bonne chance à tous, avec cette brièveté qui, chez les gens de mer, remplace les longs adieux, et s'occupa du déchargement. Thorven parla avec l'un des locaux, un homme qui vivait ici depuis déjà 2 ans et connaissait assez la terre pour expliquer aux autres où aller. Celui-ci raconta l'existence d'une vallée au nord-est. Il y a là une source chaude. La terre est douce, l'herbe bonne, et personne ne l'a encore occupée. Il fallait presque une demi-journée pour y aller. Ils partirent. Le chemin longeait d'abord la côte, puis s'enfonçait dans l'intérieur de l'île. Le paysage alentour était étrange et beau à la fois. Des champs noirs de lave figée, couverts de mousse d'un vert si vif qu'on ne le rencontre pas chez soi. De petites rivières à l'eau transparente, l'odeur de soufre et d'herbe en même temps. Solveig regardait souvent autour d'elle, non pas avec inquiétude, mais avec cette curiosité vive qu'ont les gens pour qui le monde est intéressant. Thorven marchait d'un pas régulier, le regard devant lui. Mais parfois il s'arrêtait et regardait lui aussi alentour. Non pas avec curiosité,
mais avec ce regard évaluateur qu'a l'homme qui cherche un endroit où vivre. Ils trouvèrent la vallée vers le soir. Elle s'ouvrit derrière un col en pente douce, large, abrité au nord par une chaîne de collines, avec une rivière au milieu, et cette source même qui jaillissait de sous les pierres au pied du versant. La vapeur au-dessus de l'eau était visible de loin. La terre autour de la source était chaude sous les pieds. On le sentait à travers les semelles. L'herbe y poussait plus drue que dans les endroits découverts. Solvay s'approcha de la source, s'agenouilla et plongea la main dans l'eau. Elle la maintint. Puis elle leva la tête et regarda Thorven. Il se tenait un peu à l'écart et contemplait la vallée dans son ensemble. Comme regarde un homme qui voit déjà ce qu'on peut construire ici et où. Elle dit « Ici ». Il hocha la tête. Les premiers jours furent consacrés simplement à survivre. Trouver un abri pour la nuit, faire du feu, établir l'ordre le plus élémentaire. Thorven construisit un abri temporaire avec des perches et des pots en un jour. Rapidement et pratiquement, sans beauté, mais solidement. Solvay s'occupa de la nourriture et de l'examen de ce qui poussait alentour. Elle trouva plusieurs herbes qu'elle connaissait et plusieurs qu'elle ne connaissait pas. Ces dernières, elle les mit de côté pour les étudier plus tard. Ils commencèrent à construire la maison la 2e semaine. Thorven coupait et assemblait. Solveig aidait là où elle le pouvait. Elle portait, tenait, posait la tourbe. Ils se disputèrent sur l'emplacement du foyer. Il le voulait au milieu, ainsi la chaleur se répartit mieux. Elle le voulait plus près du mur, pour qu'il reste davantage d'espace. Ils ne se disputaient pas méchamment, mais comme se disputent des gens qui savent tous deux ce qu'ils veulent, et qui respectent cela l'un chez l'autre, mais qui campent néanmoins sur leur position. Finalement, il céda. Le foyer fut installé là où elle l'avait dit. Quelques jours plus tard, quand la maison fut prête et que le foyer brûlait vraiment, Thorven était assis près de lui le soir et dit, sans la regarder, « Tu avais raison, c'est mieux ainsi. » Elle ne dit rien, mais dans sa façon de se taire, il y avait quelque chose qui ressemblait à un sourire. Les voisins n'apparurent pas tout de suite. Les plus proches vivaient à plusieurs heures de marche. Une jeune famille, arrivée 1 an auparavant, avec de petits-enfants et une exploitation qui commençait tout juste à tenir debout. Ils vinrent d'eux-mêmes, apportèrent un peu de nourriture. C'était un geste de présentation, admis ici parmi ceux qui comprennent que dans un lieu nouveau, on survit ensemble, et non séparément. Le mari regardait Thorven avec prudence. Les rumeurs circulent vite, même dans les endroits peu peuplés, et quelque chose sur lui était sans doute parvenu jusqu'à eux. Mais Thorven parlait calmement, sans superflu, en allant à l'essentiel. Et la prudence recula un peu à la fin de la visite. La femme regardait Solveig avec curiosité et sans crainte, plutôt avec cet intérêt avec lequel on regarde quelqu'un qui sait faire quelque chose de rare et d'utile. Elle demanda si c'était vrai qu'elle était Volva. Solveig dit que c'était vrai. La femme demanda si elle pouvait examiner son plus jeune enfant. Il toussait depuis plusieurs jours déjà, et elle ne savait que faire. Solveig examina, prouva dans ses sachets les herbes nécessaires, expliqua comment les infuser. 3 jours plus tard, la femme revint, pour dire que l'enfant allait mieux. Elle apporta avec elle de la laine en guise de paiement. Solveig la prit, la remercia. C'est ainsi que tout commença. Le temps passa. La maison se dota d'une exploitation. Pas rapidement, mais progressivement, comme tout ce qui est véritable. Thorven chassait, échangeait avec les voisins ce qu'il ne pouvait obtenir lui-même, aidait aux travaux pénibles ceux qui le demandaient. Ses mains savaient faire beaucoup de choses, et ici,
où chaque personne comptait, cela était plus apprécié que les vieilles histoires sur ce qu'il avait été. Il ne racontait pas son passé de lui-même, et personne n'insistait. En Islande, où les gens venaient pour recommencer, c'était une règle comprise. On commença à venir le voir pour des conseils, d'abord rarement, puis plus souvent. Non pas parce qu'il était un sage ou qu'il savait parler avec éloquence, mais parce qu'il parlait honnêtement et brièvement. Et les gens sentaient, cet homme ne dira pas de trop, mais ne cachera pas non plus ce qui est nécessaire. On cessa de l'appeler berserk dans les conversations, et on commença à l'appeler simplement par son nom, puis tout simplement Thorven de la vallée. Solveig recevait tous ceux qui venaient à elle. Accouchement, maladie, questions sur l'avenir. Et ne refusait personne. Les gens venaient à elle d'autres vallées, parfois de loin, par des cols qui en hiver n'étaient pas faciles. Elle les accueillait sans cérémonie, faisait ce qu'elle savait faire, prenait un paiement quand on pouvait payer, et n'en prenait pas quand on ne pouvait pas. Peu à peu, elle eut des élèves, de jeunes femmes des exploitations voisines qui voulaient apprendre. Elle enseignait comme Gunna lui avait enseigné, par la pratique, par les questions, par le long silence sur ce qui n'est pas immédiatement compréhensible. Le berserk gang demeura. Cela, ils le savaient tous deux depuis le début, et aucun n'avait jamais fait semblant qu'il en fût autrement. Il venait, pas souvent, mais il venait. Et Thorven avait appris au cours de ces années à le sentir plus tôt qu'auparavant. Il s'éloignait des gens, le laissait sortir là où personne ne serait blessé, revenait. Mais parfois il venait vite, sans prévenir, comme cela arrivait autrefois aussi. Et alors, autre chose aidait. Solveig savait remarquer les premiers signes, ceux qu'il ne parvenait pas lui-même à saisir à temps. À la façon dont sa respiration changeait, dont ses mains se serraient, dont son regard devenait un peu plus fixe que d'ordinaire. Elle prononçait son nom, calmement, sans inquiétude, sans tenter d'arrêter. Simplement, Thorven. Comme on prononce le nom d'une personne que l'on veut faire revenir d'un lieu lointain, sans la déranger pour autant, mais simplement en lui rappelant qu'elle est nécessaire ici. Il entendait toujours. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait au dehors et qu'à l'intérieur il faisait chaud et calme, il était assis près de l'âtre et regardait le feu. Elle était assise à côté de lui et s'occupait à ses affaires. Elle disposait des herbes, triait quelque chose. Personne ne parlait. C'était ce silence familier qui était depuis longtemps devenu partie intégrante de leur vie. Non pas vide, mais plein, comme peut l'être le silence dans une bonne maison. Il dit soudain, sans préambule, « Je pense à lui moins souvent qu'avant. » Elle ne demanda pas de qui il s'agissait. Elle savait. Elle leva la tête et le regarda. Il poursuivit, « Avant, c'était tous les jours. Maintenant, parfois. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. » Elle répondit, après avoir réfléchi, « Je pense que cela signifie que tu vis. Pas seulement avec ça. » Il resta silencieux. Puis il hocha lentement la tête, de ce hochement qui, chez lui, signifiait toujours non pas simplement un accord, mais quelque chose de plus grand, que les mots avaient atteint l'endroit où il fallait. Le feu brûlait régulièrement. Dehors, le vent faisait rage. Quelque part dans la vallée, au loin, un chien aboyait. Un son familier, domestique, vivant. Solveig reposa les herbes et se rapprocha. Il ne dit rien, se tourna juste légèrement, et elle appuya son épaule contre la sienne. Ils restèrent ainsi assis jusqu'à ce que le feu commence à faiblir, et personne ne se hâtait de le ranimer. Au cours des quelques années qui s'étaient écoulées depuis cet automne où elle était entrée dans sa forêt, un bâton à la main,
Chacun d'eux était devenu quelqu'un qu'il n'était pas auparavant. Pas une autre personne. Le même, mais plus entier. Comme si en chacun d'eux, il y avait une part qui ne pouvait pas se tenir droite toute seule, mais qui le pouvait auprès de l'autre. Il n'était pas devenu silencieux. Il n'était pas devenu simple. Il portait toujours en lui ce feu qui parfois voulait brûler au mauvais endroit. Elle continuait à regarder à travers les gens, là où il ne savait pas regarder. Et ce n'était pas toujours commode pour ceux qui étaient à côté. Mais ce n'était plus un problème qu'il fallait résoudre. C'était simplement ce qu'ils étaient. Et l'autre personne à côté le savait, et ne demandait pas d'être autrement. Le Berserksgang n'avait pas disparu. Mais à côté se trouvait une personne dont le nom servait d'encre. Et cela s'était révélé suffisant pour toute une vie.